Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce débrief hebdo. Ah, où est-ce qu'on sont les marchés avant ces élections américaines qui suscitent quand même beaucoup d'émoi, beaucoup d'attention, beaucoup d'enthousiasme? Nous avons encore et encore le marché en Europe qui sous-performe, voire même qui est en train de s'essouffler un petit peu plus que ces dernières semaines. Est-ce que nous sommes finalement dans des signaux de retournement? Est-ce qu'on a des signaux de retournement sur le marché? Aux États-Unis, on voit aussi que c'est en train de piétiner, on arrive sur des plafonds de verre. Est-ce qu'on a eu des signaux de retournement? Oui ou non? Je vais répondre à cette question. Pourquoi c'était finalement aussi une belle semaine à performance sur les marchés? Sur quels actifs? On va voir qu'il y a eu pas mal de volatilité. Et aujourd'hui, y a-t-il des opportunités pour demain? That is the question. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux. Vous êtes maintenant plus de 50 000. Je propose de commencer tout de suite dans le vif du sujet. Alors l'Europe s'essouffle. On a vu que le CAC 40, il n'arrive pas à passer les 7600 points que je vends encore et encore et encore. Et c'est que le début. D'accord, d'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi son homologue DAX en Allemagne qui progresse plus depuis finalement le début du mois de septembre. Il est en galère totale. Alors, pour autant, on reste toujours, on va le voir juste après, dans des tendances de fond qui restent haussières. Mais on voit que depuis le début du mois de septembre, ça a quand même beaucoup de mal à passer des plafonds de verre. D'ailleurs, si on sort un petit peu du CAC, du DAX en Europe, parce que c'est les deux principaux indices qu'on regarde, on regarde l'Eurostoxx, et ben lui, il est en range, pas depuis le début du mois de septembre. Pas comme sur le CAC depuis le début du mois de juin. Non, non, non. Ça date d'il y a beaucoup plus longtemps. C'est depuis le début du mois de mars qu'il est complètement coincé. Donc comme quoi, hein, il y a pire en termes de volatilité que le CAC et que le DAX. Alors, cette semaine, en zone euro, on a eu l'inflation qui a remonté. Et ça, c'était une surprise, c'était pas attendu. Bah non, parce qu'on attendait 1,9% d'inflation, finalement, c'est 2%. Pour autant, on a quand même une croissance de plus 0,4%. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on attendait moitié moins, 0,2% de croissance. Ouf, l'Allemagne évite de justesse la récession, les 2 trimestres consécutifs de croissance négative, tant mieux. Et du coup, le marché price encore une nouvelle baisse des taux de la part de la Banque Centrale Européenne pour sa prochaine réunion au mois de décembre, 0,25% à nouveau de baisse de taux directeur. Vu que tout ça, c'est faible en Europe, hein, encore une fois, ça date pas d'hier, vous l'avez vu. Il y a 2 semaines, je vous parlais dans le débrief hebdo de continuer à vendre le CAC 7006, 7007, j'ai continué à le faire. Et cette semaine, ouais, super, on peut s'en féliciter, on a fait les 7330. C'est le premier gros objectif TP, ce qu'on appelle Take Profit, 7330 points que je m'étais fixé. Et ça tombe bien, parce que 7330, c'est justement en fin de semaine sur ce niveau-là que le CAC 40 a rebondi. Alors, c'est pas un niveau anodin que j'ai trouvé au doigt mouillé, hein, c'est tout simplement une zone support sur laquelle le CAC continue à réagir encore et encore depuis maintenant maintes semaines. Donc, j'ai racheté une grosse partie sur les 7330. Enfin, un peu de volatilité, puisqu'il était complètement coincé, lui, depuis 2 semaines. Et puis, où est-ce que j'achèterai? Plutôt autour des 6800 points, qui correspond à une zone d'achat moyen terme, où j'estime que c'est plus safe d'acheter autour des 6800 points sur ce bas de canal, finalement, ascendance, qui correspond aussi, si on regarde sur des unités de temps un peu longues, que ce soit notamment en weekly, ça correspond à la même 50 weekly. Sur ces niveaux-là, oui, moi, ça m'intéresse de payer, mais on voit que le CAC, c'est vraiment la grosse chèvre 2024, c'est celui qui arrive pas du tout. Il est toujours dans une tendance baissière précédente, donc qui est baissière depuis les 8200. Je vous avais dit je vendais à 8200, j'ai revendu à 7008, 7009 jusqu'à 7003. J'attendais qu'il remonte pour revendre, c'est ce que j'ai fait. Et ça a payé cette semaine. Voilà, donc plutôt que d'acheter un truc tout mou en espérant qu'il soit plus fort que ses copains demain, si jamais ses copains continuent à monter demain, que lui va rattraper le retard et en plus va aller plus vite que les autres, autant continuer à vendre les plus faibles. En tout cas, moi je suis à l'aise avec cette stratégie, donc autant continuer à le faire. Quand bien même je reçois, et j'ai vu notamment dans mon dernier débrief hebdo, un super message en me disant mais il y a encore des gens qui tradent le CAC 40, lol, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui avaient mis un super pouce vers le haut vers ce commentaire. Effectivement, je vous en parlerai plus tard, mais moi je continue à travailler tout simplement ce sur quoi je suis à l'aise et je vous invite à faire la même chose. C'est pas parce que tout le monde fait quelque chose qu'il faut forcément suivre les autres et être un... On va continuer sur le marché américain. C'était une grosse semaine, hein. C'était la 2e plus grosse semaine de publication de résultats d'entreprise de cette fin d'année, hein, pour le 3e trimestre. Donc, publication d'entreprise, on a eu une palanquée, on a eu du Amazon, c'est excellent, bim, Amazon, on continue, hein, puis en plus avec les fêtes de fin d'année, je pense que ça va continuer encore et encore. En tout cas, les publications ont été folles, plus 6% après bourse, après sa publication. Intel aussi, c'était fou, plus 8% après sa publication. Apple, c'était plutôt pas mal, mais
Apple a été plutôt prudent sur ses prévisions pour les fêtes de fin d'année. Peut-être moins d'iPhone et d'iPad et tout ce qu'on veut, sous le sapin peut-être. En tout cas, Apple est pas très confiante pour Noël. Donc du coup, après bourse, lorsque Apple a publié, finalement, elle était grosso modo entre -1, -2. C'est pas catastrophique, hein. Mais c'est juste, voilà, simplement une temporisation, pas de perspective de ouf. Concernant Meta, donc, grosse dépense dans l'intelligence artificielle. Ça, en tout cas, c'est ce qui est prévu. Les publications est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il y a quand même de gros investissements. Donc ça a été quand même plutôt bien accueilli. Alors Microsoft, moins 6% par contre après bourse. Ralentissement finalement de la croissance de ses revenus pour le trimestre, en tout cas sur le cloud, sur le nuage. Beaucoup de dépenses d'investissement qui ont plus que doublé. Alors investissement, là ça lâche à fond, hein. Ça envoie le chéquier. 20 milliards de dollars aujourd'hui, donc ça a plus que doublé par rapport à la même période l'an dernier. Donc ça investit à fond. Bon, en même temps, s'il y a du cash, autant investir. Microsoft a révélé pour la première fois, voilà, qu'elle le fait publiquement, qu'elle avait investi 13 milliards de dollars dans OpenAI. Voilà, comme ça vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, là où je suis en train de faire, au moment où je suis en train de faire les vidéos, j'ai pas les earnings globaux du SP500. Hein, je vous l'avais donné il y a une semaine ou deux, en tout cas la semaine dernière, ou en tout cas dans le Boarding Boot, ça c'est évident, mais qui avait un peu plus d'un tiers des boîtes, donc la semaine dernière, hein, week-end dernier, qui avaient publié. Il y avait 75% d'entre elles qui avaient fait mieux que prévu, une croissance moyenne des bénéfices de 3,6%. Il y en avait d'ailleurs 2 fois plus qui avaient révisé à la baisse leur objectif de bénéfice net par action par rapport à celles qui révisaient à la hausse. Bref, j'ai pas le chiffre final, donc ce que je vous propose, c'est qu'en cours de semaine, n'oubliez pas d'ailleurs à me pinguer si jamais je zappe, mais je l'ai noté. Je vous fais une petite vidéo courte justement là-dessus pour actualiser les publications du SP500. Je trouve que c'est intéressant de savoir où est-ce qu'on met les pieds en termes aussi de valorisation. Hein. Je vous rappelle qu'en termes de valorisation, on est à 20 fois les bénéfices en moyenne attendus donc sur le SP500 sur les 12 mois à venir. Donc ça, je ferai ça en cours de semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la petite cloche, comme ça vous recevez la notification lorsqu'il y a la publication d'une nouvelle vidéo. Et puis ce qui est assez intéressant aussi, c'est que les dirigeants d'entreprise du SP500, ils sont en train d'effectuer finalement les achats les plus faibles sur le marché libre depuis maintenant 13 ans. Et généralement, ça c'est plutôt signe d'une consolidation à moyen terme du marché, donc il n'y a pas vraiment une grosse confiance. Ouais, alors après, ça ne veut pas forcément dire que c'est prédictif, mais en tout cas, ça donne une information que voilà, sur le même marché libre, on est sur des achats les plus bas depuis maintenant plus de 10 ans. À voir si ça provoque derrière une consolidation ou pas du marché. En tout cas, avec tout ça, publication d'entreprise, ok, mais on a aussi publication macroéconomique. Alors cette semaine, on a eu donc le NFI, le chômage, très important pour la Fed, pour savoir comment est-ce qu'ils vont ajuster leur taux directeur. Et Jérôme Powell, patron de la Fed, a déjà fait une double baisse des taux. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'il va y en avoir encore 2 d'ici la fin de l'année. Je vous rappelle qu'il y a 2 réunions, début novembre et mi-décembre. Il y a encore donc une double baisse des taux attendue, 25 points de base et 25 points de base attendus par les marchés. En fonction de l'évolution du chômage, si c'est pas bon, baisse des taux. Si c'est bon, pas de baisse des taux. Et on regarde aussi, bien évidemment, la donnée de l'inflation. Alors, les créations d'emplois cette semaine étaient complètement dégueulasses. Parce qu'on attendait plus de 100 000 créations d'emplois. Il y en a eu tout juste 12 000. On attendait plus de 100 000. Et en plus, à côté de ça, on a eu une hausse des salaires moyens. Donc ça veut dire qu'en plus, il y a de l'inflation et le chômage n'est pas bon du tout. Alors le chômage était conforme aux attentes, hein, 4,1%, mais en tout cas, les créations d'emplois, c'était vraiment pas bon du tout. Forcément, le marché s'est dit, ah, l'emploi, c'est pas bon, donc baisse des taux égale coût de l'argent qui baisse, actifs risqués qui montent, on verra juste après la réaction du marché en fin de semaine. Mais en gros, faut savoir que quand on recueille les chiffres du chômage, ça a été fait au cours de la semaine de l'ouragan Milton. Vous en avez forcément entendu parler, c'était en Floride. Et c'est juste après, finalement, pas très longtemps après, qu'il y avait l'ouragan Hélène qui avait frappé justement le sud-est des États-Unis. Et puis, il y avait une deuxième donnée, c'est qu'en ce moment, et vous le savez, j'en avais déjà parlé dans le dernier débrief hebdo, qu'il y a une énorme grève chez Boeing. Au moment justement où on a eu le recueil de ces données concernant l'emploi, plus de 33 000 employés qui ont cessé de travailler. Donc forcément, ça n'emballe pas les chiffres notamment de l'emploi. Bref, on devrait avoir une nouvelle baisse des taux d'un quart de point, selon les estimations en tout cas du marché, d'une baisse des taux de la part de la Fed lors de sa prochaine réunion. Alors je le disais, bad news is good news. Bah ouais, probablement parce que voilà, on se dit c'est mauvais sur le chômage, donc forcément baisse du coût de l'argent, le marché va rebondir. Alors faut savoir par exemple sur le SP500, je vous en parle depuis maintenant plusieurs semaines, depuis 2 semaines, je vous dis moi je paye pas à ces niveaux, bah, ça tombe bien, on
ça tombe mal, le SP500 n'a pas bougé depuis 2 semaines. On est exactement au même point. Puis je vous disais également, qu'est-ce que je fais dans ces moments-là? Je fais pas rien. J'attends tout simplement qu'on passe sous ce que j'appelle des zones de polarité, sous des niveaux de prix sous lesquels ça me conforte effectivement de vendre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le SP500 est bien passé sous les 5800 points. Je vous rappelle que ça correspond à la borne haute d'un énorme canal ascendant, je vous montre juste après. Et donc, j'ai vendu sous les 5800 points et à nouveau sous 5008 et j'ai continué, j'ai charbonné. Il y a eu 2 jours de baisse. C'est assez rapide, c'est assez violent, mais c'est assez volatile et suffisamment pour aller jusqu'à mon deuxième objectif, mon TP2. C'est là que j'ai sorti toutes les positions qui me restaient à la vente sur le SP500, 5700 points, ça fait grosso modo 2% de baisse, qui est quand même plutôt pas mal. On est revenu donc sur la moyenne mobile à 50 jours. Ici, hop, elle est en rouge. Et comme par hasard, ça rebondit sur ce niveau après l'emploi US dont je vous parlais juste avant. Concernant le SP500 à venir, maintenant que c'est fait, je vais continuer à travailler tant que ma polarité est négative, parce que je suis plus à l'aise de travailler à la vente sur ces niveaux-là que de les travailler à l'achat. En tout cas, jusqu'à ce que ça s'inverse, jusqu'à ce que cette polarité repasse positive. Ma polarité aujourd'hui, elle est à 5800 points sur le SP500. Tant qu'on est sous la MM20 Daily, j'estime que je vais continuer à lui taper dessus parce que on commence à avoir des prémices. Alors, ce n'est pas des signaux de retournement, je le disais en début de vidéo. On tient une MM50 daily. Les tendances sont toujours haussières. C'est simplement la tendance daily qui passe de haussière à neutre. C'est tout. Je vous rappelle qu'il y a 3 tendances, haussière, baissière et neutre. On a une tendance à très court terme qui est passée neutre puisqu'on est passé sous la MM20 daily. Mais la MM20 daily est plate, ce qui nous montre une tendance à très court terme neutre, plate. Et à plus long terme, je vais dire plus à moyen terme, on est au-dessus de la MM50 daily, donc toujours dans une tendance haussière. Voilà, donc tant qu'on est sous les 5800 sur le SP500, sous la MM20 daily, donc qui me donne un bon point de repère, je continue à lui taper dessus. Zone d'achat moyen terme, moi c'est plutôt 5100, la borne basse, donc je le disais, de ce long canal ascendant. On est aujourd'hui sur la borne haute, je l'avais vendu d'ailleurs cet été, le marché avait perdu 10%, qui s'inquiétait d'ailleurs d'un hard landing aux États-Unis. Ensuite, on avait eu la fin du carry trade également sur le yen. Le marché a perdu 10%, il a tout retracé. J'ai revendu exactement cette même zone, il a reperdu 5%. On est revenu à nouveau sous cette même zone et depuis, je ne fais pas grand-chose jusqu'à ce que j'ai eu cette semaine du coup un signal baissier, ce qui m'a gratifié d'une belle performance hebdomadaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Achat donc plutôt la borne basse de ce canal ascendant autour des 5100 points. Là, moi, ça m'intéresse effectivement de passer à l'achat. Et puis, on a eu aussi l'euro-dollar. Alors ça, je vous en avais parlé depuis maintenant un moment. C'est une page qui se tourne. Ça y est, ça se tourne parce que j'avais fait une grosse vente là-haut sur les 1,11, 1,12. Je vous en avais parlé. J'ai pris toute la descente. J'ai charbonné, renforcé, jusqu'à 1,0860. 1,0860, c'était vraiment un gros TP1. Et puis, j'avais mis un stop loss win sur ce qui me restait 1,0850. Pourquoi je mets un stop loss win? Tout simplement parce que j'ai pas envie de tout rendre mes plus-values latentes au marché. Franchement, avec tout ce que je lui ai pris et tout le temps et l'énergie que ça m'a concentré, la psychologie que ça m'a demandé. Très belle année 2024 sur l'euro-dollar. 2 gros points d'entrée de timing parfait sur les 1,11, 1,12. J'y reviendrai. Donc, merci d'ailleurs à l'euro-dollar. Si tu m'écoutes, big up, je reviendrai plus tard. Si on arrive sur les 1,11, 1,12 là-haut, borne haute de ce range weekly, je le vends. Et si on arrive autour des 1,05, 1,06, je le paierai. Aujourd'hui, on est au milieu, c'est absolument pas le timing d'intervention. Je vous parlais de la MM50 daily sur les indices, sur le SP500. Vous regardez le Dow Jones, l'indice DAX en Allemagne ou même d'ailleurs le Nasdaq, les MM50 daily sont en cours de test. Donc pour le moment, ça tient. Les acheteurs gardent le cap. Moi, encore une fois, j'aime pas payer ces niveaux, donc je préfère le revendre dès que j'ai un signal vendeur. Même s'il faut attendre 2 semaines, comme sur le SP500, c'est pas grave. Et même s'il faut que je reste, oui, alors j'y reviens, oui, même s'il faut que je reste sur le CAC 40, malgré encore une fois certains de vos messages qui me disent mais pourquoi le trader? Mais c'est nul de trader le CAC 40, c'est complètement nul. Je me sens à l'aise, je fais une très belle perf sur le CAC en 2024, je vois pas pourquoi en fait j'arrêterai. J'aime bien trader le SP500, j'aime bien trader le CAC 40, moi ça me va. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite pour le dire aussi parce que c'est un travail complémentaire qu'on fait avec Rodolphe. Lui préfère plutôt le DAX et le Dow Jones. C'est tout simplement un travail d'équipe. Pour ceux qui connaissent le travail d'équipe, c'est ça, on s'inspire l'un de l'autre, on s'inspire les uns des autres. Ça m'empêche pas, de mon côté, de travailler le DAX et le Dow Jones, par exemple, ou d'autres indices. Moi, je vous partage le CAC, en l'occurrence, et le SP500, parce que je vous le partage depuis le départ, parce que j'aime bien travailler ces indices. Et encore une fois, c'est un travail complémentaire qu'on fait avec Rodolphe. Encore une fois, le fameux 1 + 1 égale 3. L'or continue à progresser. Ça reste un bel investissement en 2024. Rodolphe, encore une fois, vous en avez largement parlé. Ce qui est intéressant, au-delà du fait qu'il y ait une hausse de la demande, etc., ce qui est intéressant, on parlait de l'intelligence artificielle tout à l'heure, c'est que l'intelligence artificielle continue finalement de soutenir l'utilisation de l'or dans la technologie. Et oui, on s'en sert. Alors, un peu comme avec l'argent, mais vous voyez d'ailleurs que l'argent profite beaucoup moins que les cours de l'or. 83 tonnes quand même d'or nécessaire pour la technologie
aussi de l'intelligence artificielle. Ça a augmenté de 7% en un an. C'est assez intéressant, je trouve, comme données, que l'intelligence artificielle participe aussi finalement à la montée de l'or. Voilà pour les marchés traditionnels. Concernant les cryptos, alors j'ai déjà fait une vidéo il y a 2 jours ou 3 jours, je vous invite à la voir. Ne paniquez pas, ça va bien se passer. Là, on est en train de faire un échec sur des grosses zones de résistance, sur Total 3, je vous rappelle, qui regroupe l'ensemble des cryptos hors Bitcoin, hors Ether. Le Bitcoin, il est sur ses ATH, il n'a pas fait encore les ATH, mais je pense que c'est qu'une question de jour, une question de semaine. Je vous en parle encore une fois dans la dernière vidéo crypto en détail. Ok, là, je fais simplement une petite mise à jour très rapide. Il faut rester concentré, faut arrêter d'euphoriser dès que ça y est, on est sur des zones de résistance, ça y est, c'est la fête du slip, etc. Dès que ça baisse, comme on l'a vu cet été, c'est panique générale, puis finalement c'est les points d'entrée. Le bull run n'est pas vraiment encore lancé, donc attention au faux départ, attention à pas se mettre en mode j'achète à fond dans tous les sens, en mode FOMO, je fais tout et n'importe quoi, et puis encore pire en effet de levier. Oui, je reste enthousiaste, oui, il faut continuer à rester enthousiaste et être globalement acheteur. Moi, j'ai fait pas mal d'opérations cette semaine, je vous en avais parlé, j'ai acheté du Rune, j'ai pris un TP1 à plus 10% de performance, le reste, je me suis fait sortir ABE au cours d'entrée. J'avais acheté du NIR tout en bas sur les 4,10, ça a monté, on a pris 5-6%, j'ai pas eu le temps de sortir, puis finalement, enfin c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que je veux pas sortir à plus 5, plus 6, moi mon premier objectif c'est minimum 10%, sinon ça me sert à rien. Et puis ça rebaisse et finalement je sors la position, il y a un trade par exemple sur AVE, j'ai pris une petite perte là-dessus, franchement c'est pas bien grave. Aujourd'hui on est dans un marché qui est en train de tester des grosses zones de résistance, qui reste positif à moyen à long terme, mais surtout à long terme. Oui, on sent de l'enthousiasme, on sent que ça frétille et on a envie vraiment que ça parte tout de suite, mais il faut rester focus. C'est pour ça que cette semaine, j'ai insisté sur IVT. Je fais un peu l'oiseau de mauvais augure, un peu le relou, en disant attention, euphorisez pas, vous emballez pas, etc. Au moment où il y a tout le monde qui s'emballe, on dit putain, l'autre il est en train de nous casser le délire. Bah non, je casse pas le délire, ça me fait pas plaisir non plus. Moi, je préférais que tout le monde, que toutes les cryptos fassent x100, tout va bien dans le meilleur des mondes. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe, donc il faut simplement un petit peu de patience. Je referai un point, bien évidemment, dans le courant de la semaine. Vous le savez, débrief crypto, ici sur cette chaîne, tous les mercredis soirs, ou si j'ai un peu de retard, plutôt les jeudis matins. En tout cas, globalement, on voit qu'on est plutôt dans une semaine de transition. C'était une semaine de transition, parfois même de transpiration, comme sur le CAC, hein, vous avez vu. Oh, ça y est, ça commence à baisser, c'est panique générale, puis finalement 7330, comme par hasard, on est sur une zone support. Ça tient. Donc ça tient de justesse sur un beau support. On a vu le SP500, ça transpire un petit peu, pic de volatilité, mais il n'y a rien de bien méchant. Ça baisse, mais pas de panique. On tient avec les MM50 daily. C'est la même chose sur les autres indices, on l'a vu juste avant. Les cryptos qui n'y arrivent pas à enclencher un vrai bull run, mais ça reste globalement positif. Voilà, faut faire gaffe de ne pas se faire peur, tout simplement. Il faut rester discipliné. Il faut rester aussi discipliné sur la chaîne. Merci de rester discipliné en mettant un pouce vers le haut, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour vos messages, en tout cas. Pour ceux qui en laissent, je les lis tous. Les positifs, les négatifs, je ne lis pas que les négatifs, je lis aussi les positifs. On garde le rythme et merci infiniment pour votre fidélité encore une fois. On se retrouve très très vite, peut-être même plus rapidement que ce que vous ne pensez. Je vous envoie de la force en ce dimanche. Très bonne fin de week-end, très belle semaine qui s'annonce. Ciao!